Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Mon combat contre la dictature algérienne de Rachid Nekaz. Principal opposant au régime, Rachid Nekaz est l'un des initiateurs du Hirak, la révolution du sourire, qui a redonné espoir au peuple algérien entre 2019 et 2021. Il est aujourd'hui en résidence surveillée, après avoir été emprisonné pendant 443 jours en Algérie. Dans ce livre, Rachid Nekaz raconte son parcours extraordinaire depuis sa cité en banlieue parisienne jusqu'aux portes de la présidentielle algérienne. Malgré sa méconnaissance du pays et de la langue arabe, mais fort de la promesse faite à son père sur son lit de mort, il réussit peu à peu à se faire adopter par les jeunes grâce à son incroyable culot, son courage et ses longues marches à la rencontre de dizaines de milliers d'Algériens. L'opposant politique s'attaque frontalement aux élites dirigeantes. Il organise 150 manifestations contre les biens mal acquis des dignitaires du régime. Il paie des amendes et les cautions des journalistes arrêtés. Il engage 25 plaintes contre l'État, en particulier contre l'emprisonnement illégal de 15 000 Algériens. Pendant 8 ans, ces 1300 vidéos sur les réseaux sociaux ont permis de libérer la parole et de redonner confiance à un pays élevé depuis 60 ans dans la peur des puissants services de sécurité. Rachid Nekaz est né en France, où il a vécu ses 40 premières années avant de renoncer à sa nationalité française en 2013. Diplômé d'histoire à la Sorbonne et militant des droits de l'homme, il a écrit 4 essais dont un livre d'entretien avec les chefs d'État du G7, Clinton, Chirac, Blair, en 2000. Il a été pressenti pour le prix Nobel de la paix en 2019. Avertissement. Ce livre a d'abord été présenté à des éditeurs algériens. La censure ou l'autocensure n'ont pas permis sa publication en Algérie. Des notes sont disponibles sur les éditions numériques et papier du livre. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose pour l'Algérie? Le 31 janvier 2011, 5 mois avant que mon père ne succombe d'un cancer de la prostate qui l'a consumé pendant 7 longues années, j'étais à ses côtés à l'hôpital à Paris pour son 77e anniversaire. Alors que le reste de la famille venait de partir, papa avait insisté pour que je reste avec lui quelques instants. Il m'a demandé de m'approcher car sa voix, chancelante, s'était considérablement affaiblie. Il m'a dit « Je sais que tu as une vie riche, que tu voyages partout, que tu as une famille internationale et que tu aimes le monde, mais je dois te dire qu'en 1957, lorsque j'étais avec ton oncle Djilali Cheboub, paix à son âme, pour essayer de récolter de l'argent, acheter des armes et les envoyer au maquis, j'étais aussi en France. Et parfois, tu sais, il faut s'arrêter un moment. Prendre le temps de regarder derrière soi pour voir qui a vraiment besoin de toi. Je crois, mon fils, qu'aujourd'hui, et corrige-moi si je me trompe, c'est notre pays, l'Algérie et notre peuple qui est en souffrance, qui ont besoin d'être aidés. Ce n'est ni la France, ni l'Amérique, ni le monde. Comme tu le vois, je suis malade, très malade, je sais que je n'en ai plus pour longtemps. Et c'est sûrement mon dernier anniversaire avec vous. J'aimerais te demander une seule petite chose, mais je ne t'oblige pas à la faire. Un peu anxieux, j'ai répondu, je t'écoute papa. Est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose pour l'Algérie? Car j'ai mal de la voir comme ça, après toutes les promesses et tous les rêves qu'on a partagés pour elle en 1962. Après quelques secondes de silence, j'ai répondu sans réfléchir, ne t'en fais pas papa. Je te promets que j'essayerai de faire quelque chose. Tu peux dormir tranquille. Il était 21 heures. Je me suis levé pour l'embrasser sur le front. Il avait déjà fermé les yeux, sous l'effet de la morphine que les médecins lui injectaient pour calmer ses atroces douleurs. J'ai éteint la lumière, puis j'ai fermé la porte de sa chambre derrière moi. Durant le trajet du retour pour rentrer chez moi, sa voix et ses paroles revenaient sans cesse dans ma tête. Je mesurais l'importance de l'engagement que j'avais promis d'honorer. C'était un pacte naturel, filial et secret entre mon père, l'Algérie et moi. Je suis le 9e d'une famille de 12 enfants. Né à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, j'ai vécu 25 ans dans une cité de transit de Choisy-le-Roi, tout près de l'aéroport d'Orly. Mes parents, tous deux analphabètes, avaient de petits moyens.
On vivait du salaire de mon papa chauffeur mécanicien et des allocations familiales. Mes parents, mais aussi mes grands frères et mes grandes sœurs, ont joué un rôle très important dans mon développement personnel. Ils m'ont inculqué et enseigné les valeurs de la famille, de la solidarité, du travail et de l'excellence. Mon père, orphelin de mère, qui n'a jamais été à l'école, avait été obligé de quitter l'Algérie, qui était encore constituée de 3 départements français, par bateau le 3 janvier 1950 pour fuir la misère et essayer de trouver un travail en métropole. Il avait tout juste 15 ans et 11 mois. Pendant les 2 années où il a travaillé dans une mine de charbon dans le nord de la France, il a découvert la solidarité et l'esprit de combat des ouvriers des mines. C'est là qu'il a été formé aux luttes syndicales et qu'il a côtoyé les idées révolutionnaires. Un de ses camarades des mines était passionné de Delacroix et du tableau La liberté guidant le peuple. Quand la lutte pour l'indépendance algérienne a été déclenchée le 1er novembre 1954, mon père s'est aussitôt rangé du côté du FLN, sous la houlette de mon oncle Djilali Cheboub, qui était responsable départemental dans le Val-de-Marne près de Paris. L'armée française faisait preuve d'une telle violence contre les civils algériens que le désir de liberté et d'indépendance gagnait de plus en plus de terrain dans leur esprit. C'est d'ailleurs en hommage à Delacroix et pour affirmer son adhésion totale à l'indépendance algérienne que mon père a décidé d'appeler sa deuxième fille Ouria. Cependant, lorsqu'il est allé déclarer la naissance de celle-ci au bureau de l'état civil de la ville de Ain Mehran, mon père a essuyé une fin de non-recevoir. Ordre avait été donné de refuser d'enregistrer tout nouveau-né dont le prénom pouvait aiguiser l'âme indépendantiste du peuple algérien. Preuve s'il en est de la dérive liberticide du régime colonial français en Algérie dans les années 1950. Les valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité, ne s'appliquaient pas au petit peuple musulman. Mon père a été obligé de donner un autre prénom à sa fille. Il l'a appelée Yasmina, comme la fleur de jasmin. Je ne vous cache pas que personne, sauf à l'école, n'utilisait ce prénom. Tout le monde, sa famille, ses amis et tout le douar l'appellent Ouria, encore aujourd'hui. La leçon à tirer de cette histoire est que nul ne peut emprisonner la liberté, ni des directives, ni des lois, ni un régime colonial, aussi puissant soit-il. Sans le savoir, les Algériens étaient devenus des adeptes de Spinoza, le célèbre philosophe hollandais d'origine portugaise du XVe siècle, qui a brillamment étayé dans son traité théologico-politique la thèse selon laquelle un pouvoir totalitaire peut tout contrôler et tout retirer à un être humain sauf sa liberté de penser. Toute ma vie, j'ai entendu mon père nous narrer cet épisode qui l'a beaucoup touché. Il disait toujours que la France est un beau pays, mais il nous invitait à nous méfier d'elle, car à l'image de Janus, elle avait, selon lui, 2 visages. Le côté pile pour ses vrais enfants avec qui la France est généreuse, fraternelle, juste. Le côté face pour ses rejetons, ses immigrés, ses indigènes, avec qui elle est méfiante, dure, imprévisible. J'ai longtemps refusé de croire à cette vision manichéenne que mon père avait de la France. Je la trouvais anachronique par rapport à mon vécu d'étudiant décomplexé de la Sorbonne. Mais depuis l'affaire du voile à l'école, en mars 2004, j'ai commencé à me rendre compte que ce qu'il disait était juste. Je sentais bien que les Français d'ici, de souche comme on dit, commençaient à se méfier des Français d'ailleurs, de couleur. C'est à ce moment-là que j'ai décidé, encouragé par ma femme Cécile, de présenter ma candidature à l'élection présidentielle française afin d'aider les musulmans de France. Dans cette France post-11 septembre, je considérais à tort ou à raison qu'un musulman moderne, bien dans sa peau et en phase avec son temps, pouvait contribuer à rassurer les élites et le français moyen. Je voyais bien que l'association Forum citoyen des cultures musulmanes, que j'avais créée en 2001, ne suffisait pas pour se faire le porte-voix de 7 millions de musulmans dont la présence en Europe apparaissait de plus en plus fragile, en sursis. Mon père nous a élevés dans l'idée que la liberté est sacrée, qu'elle est supérieure à la recherche des biens matériels. C'est ce principe même qui, depuis l'âge de mes 18 ans, a guidé toutes mes actions et tous mes engagements au niveau local, national ou international. J'ai suivi des études d'histoire et de philosophie à la Sorbonne,
tout en créant en parallèle des associations de soutien scolaire, d'éveil à la citoyenneté, de défense des droits de l'homme et de la femme, tout d'abord en France, et un peu plus tard en Europe, puis dans le monde entier, partout où je pouvais combattre les injustices. J'ai cofondé des entreprises dans les nouvelles technologies, dans l'édition. J'ai investi dans l'immobilier. J'ai écrit 5 livres, j'ai fait le tour du monde. J'ai payé des amendes à des femmes dont je ne partageais pas du tout les choix vestimentaires. J'ai même fait une grève de la faim pendant 20 jours pour défendre un avocat décrié, mais injustement incarcéré. Il a fini par être acquitté. Bref, j'ai fait un peu de tout, sortant volontiers des sentiers battus. Je crois bien que ce sont mes lectures philosophiques, conseillées à l'âge de 12 ans par mon frère Lasnam, qui m'ont façonné. Nietzsche probablement, peut-être Diogène Laërce et certainement Schopenhauer. Cela m'a attiré beaucoup d'inimitié, de haine, de moquerie. Incompris, je l'ai été. Arrogant aussi. Maladroit, assurément. Mais l'heure du bilan a sonné. J'avais 40 ans. La fameuse quarantaine. Le décès de mon père le 27 juin 2011 a été un tournant. Je ne voulais plus me mentir, je voulais être vrai et honnête avec moi-même. Je n'y connais rien à l'Algérie. Très vite, je me suis senti piégé par cette promesse d'un fils aimant à son papa parti vers les étoiles. Je me posais des tonnes de questions. Que faire maintenant? Par où commencer? Je ne connaissais ni l'Algérie, ni son histoire, ni sa langue. Bien sûr, quand j'étais petit, mes parents nous emmenaient avec mes frères et sœurs au pays afin d'y passer l'été. Mais on ne sortait jamais du village, car il y avait toujours des maçons à la maison pour rajouter une pièce ou deux. Ma mère, qui avait toujours souffert de vivre dans une seule pièce exiguë, s'était jurée d'offrir une chambre à chacun de ses enfants. 12 au total. Devenu adulte, j'ai préféré découvrir d'autres contrées, d'autres cultures. Après les obsèques de mon père en Algérie en juin 2011, j'ai commencé à changer mon regard sur cette terre dont j'avais déserté les rivages depuis si longtemps. Il m'arrivait de revenir saluer la famille, mais mes séjours ne dépassaient jamais une semaine. Surtout après mon mariage religieux avec Cécile, une cosmopolite dans l'âme et dans le sang, et la naissance de notre fils Iskander en 2001. Avec le manque d'infrastructures hospitalières, j'avais toujours peur qu'il lui arrive quelque chose. L'été 2011 a été l'occasion de repartir à la découverte de ce pays étrange et étranger à mes yeux. Je me suis mis à lire des dizaines de livres sur l'histoire, la géographie, l'économie, les traditions de l'Algérie. Je me suis abonné aux newsletters des sites électroniques pour suivre l'actualité, je suivais les talk-shows sur Internet, je m'imprégnais de l'ambiance. C'était difficile car les conversations se tenaient en arabe, moitié littéraire, moitié dialectal. Je souffrais de ne comprendre que quelques mots au vol, dont le sens ambigu résonnait dans l'abîme de ma mémoire. Je n'avais pas encore d'idée claire sur ce que je voulais faire concrètement. Investir le terrain économique ou politique? C'est mon petit frère Bouabdella qui m'a donné le déclic. Il envisageait de se présenter sur une liste municipale aux élections de novembre 2012 à venir. Je trouvais la démarche intéressante. Ça m'a donné envie de creuser la piste politique. En France, j'avais appris que la seule élection où vous pouvez vous faire remarquer par l'opinion publique nationale, c'est la présidentielle. Ensuite, à partir d'une certaine notoriété médiatique, vous pouvez essayer de créer une dynamique autour d'un parti politique qui présenterait plus tard des candidats à des élections locales. Cette perspective me paraissait envisageable, à condition de l'inscrire sur un engagement pendant au moins 2 décennies. Dans l'absolu, le temps n'était pas un problème pour moi. Il fallait cependant que j'en parle à ma petite famille. Cécile et Iskander ont trouvé cette idée folle. Ils vivaient alors en Californie aux côtés de mon beau-père Jean-Louis, fondateur de l'Orchestre de musique contemporaine de Francisco. Je faisais la navette entre la Seine et le Pacifique. Je leur ai demandé s'ils étaient d'accord pour s'installer en Algérie pendant quelques années. Ils ont refusé. Je m'y attendais. Après des discussions difficiles, nous avons réussi à trouver un compromis. Iskander intégrerait le lycée américain de Marrakech. Ce qui n'était pas pour lui déplaire,
Quant à Cécile, elle préférait de loin poser ses valises au Maroc, un pays plus ouvert et moins sclérosé que l'Algérie. Et pour ma part, avoir ma famille à mes côtés était important pour cette nouvelle aventure que je n'avais pas prévue dans mon agenda existentiel. Quand je me suis mis à lire la Constitution algérienne, j'ai remarqué l'article 73. Tout candidat ne doit disposer que de la seule nationalité algérienne. Je devais donc renoncer à ma nationalité française, si je voulais me lancer dans l'arène politique de mon père. J'ai pesé le pour et le contre. Qu'avais-je à perdre? Certainement la liberté de voyager sans visa dans au moins 100 pays dans le monde. J'acceptais ce petit sacrifice. Dans une famille où ma femme disposait de 3 passeports, américain, français et uruguayen, et mon fils 4 avec l'algérien, j'apparaissais comme le parent pauvre. Iskander prenait plaisir à me taquiner. Je me suis renseigné sur les conditions d'abandon de la nationalité. Une simple lettre au président de la République suffit. Ensuite, les services du ministère de l'Intérieur doivent s'assurer que vous avez bien une nationalité pour éviter que vous ne deveniez apatride. Dans mon esprit, c'était acté. J'allais juste attendre le bon moment et une date symbolique pour passer à l'action. Le 14 juillet 2013, soit moins d'une année avant les élections présidentielles algériennes prévues pour avril 2014. D'ici là, je devais changer de paradigme intellectuel afin de soigner mon entrée en scène. Je voyais 2 thèmes susceptibles de préparer et de crédibiliser ma candidature. La liberté vestimentaire et la lutte contre la corruption. Le premier axe était lié à mon combat pour la liberté des femmes musulmanes de porter l'habit de leur choix en France et en Europe. Avec mon épouse, on avait déjà créé en juillet 2010 un fonds de défense de la laïcité doté d'1 million d'euros pour payer toutes leurs amendes. Ce fonds concerne aussi celles qui refusent de porter publiquement le voile dans les pays islamiques comme l'Iran ou le Soudan. J'en parlerai au milieu de mon récit. En Algérie, le peuple est très sensible à toute démarche qui vise à défendre la liberté religieuse, surtout lorsque les fidèles prient en direction de la Mecque. C'est dans cet esprit que j'ai profité de l'élection présidentielle française pour présenter la candidature d'une femme en niqab, Kenza Drider, une mère de famille de 4 enfants originaire d'Avignon comme Mireille Mathieu. C'était en septembre 2011 devant la mairie de Meaux, dont le maire n'est autre que Jean-François Copé, fervent opposant au voile intégral. Certains voyaient en moi un islamiste en col blanc. Ils se trompaient. Mais comment leur en vouloir dans une France rongée par la pensée binaire, où tout est forcément tout blanc ou tout noir? Je ne l'avais jamais exprimé clairement, mais ma deuxième motivation était d'ennuyer le président Nicolas Sarkozy qui, tel un Rastignac médiocre, se croyait alors tout permis. Le succès médiatique était au rendez-vous. Je savais bien que je me grillais définitivement en France avec ce type d'initiative. Mais en Algérie et dans le monde musulman, c'était l'inverse. Question de point de vue. La deuxième action que j'ai entreprise était plus risquée. Je voulais démontrer que la corruption politique n'était pas l'apanage de pays africains comme l'Algérie. Que c'était une réalité tout aussi présente, bien que plus discrète, dans des grandes démocraties comme la France. Les Algériens aiment voir et savoir que les hommes politiques français sont corrompus. Ça les rend moins seuls. J'allais m'atteler à cette tâche de façon audacieuse, voire borderline. C'était en mars 2012. J'ai envoyé un fax aux 36 000 maires de France pour leur offrir 650 € en échange de l'achat de leur parrainage au profit de candidates féminines à l'Élysée. C'était illégal. Je le savais. Parmi elles, la candidate du Parti du Plaisir Cindy Lee et Marine Le Pen du Front National. Rien que ça. À l'opposé total, vous en conviendrez, des femmes de qui je payais les contraventions. Brouiller les pistes ne me dérangeait pas. J'étais là où on ne m'attendait pas. Un maire alsacien a accepté de me recevoir. J'ai filmé l'achat du parrainage. J'avais la preuve en vidéo que les élus de l'Hexagone sont corruptibles et corrompus. Avec un compte bancaire bien garni, on pouvait se payer le luxe de présenter n'importe quel individu à la fonction suprême. Un brin provocateur, mais en toute transparence, j'ai convoqué la presse devant le Conseil constitutionnel au moment du dépôt d'un parrainage acheté pour Marine Le Pen.
C'était la provocation de trop. Jean-Louis Debré, gardien du Temple républicain et fils du rédacteur de la Constitution de 1958, a mal digéré qu'un fils d'immigrés algériens ridiculise les institutions de la Ve République avec autant de désinvolture. 2 heures plus tard, 5 voitures de police m'interpellaient. Direction la brigade financière où j'allais passer 48 heures en garde à vue avant d'être déféré à la prison de Fresnes, dans le Val-de-Marne. C'est ironique. Mais jamais je n'aurais pensé que la France allait être le premier pays à me mettre entre 4 murs à cause d'une simple opération de communication politique. Après une semaine de prison, le 19 mars 2012, le lendemain du 50e anniversaire des accords d'Évian, j'ai bénéficié d'une libération conditionnelle assortie d'un contrôle judiciaire. J'ai remis ma carte d'identité et mon passeport français au tribunal. Pendant 8 mois, j'avais pour interdiction de quitter le territoire de la République. Je n'avais plus que mon passeport algérien comme preuve d'identité. Cette expérience douloureuse de 240 jours de privation de droit m'a marqué. J'étais définitivement dégoûté de ma nationalité française, de cet État vengeur et de cette justice implacable qui ne supporte pas qu'un Rachid montre au grand public que la corruption politique est une réalité dans l'Hexagone. Tab Jenani. Cette même année, le destin du président algérien, alors au crépuscule de sa vie, semblait prendre un tournant. Le 8 mai 2012 à Sétif, Bouteflika prononce, à l'occasion du 67e anniversaire du massacre par la France de 45 000 Algériens, un discours dans lequel il laisse entendre que le temps est venu pour lui de se retirer. Devant un parterre de 1000 personnes, il lance à 3 reprises son fameux Tab Jenani. En arabe, cela signifie « mon temps est passé ». C'est la première fois, après toute une vie remplie de mensonges et de manipulations, que le raïs est sincère avec lui-même et avec son peuple. Mais il a cependant oublié une chose très importante. Il ne peut décider seul de son propre sort. Ses choix ne lui appartiennent déjà plus, et ceux qui l'ont placé à la tête du pays en 1999 ne l'entendent pas de cette oreille. Le départ de Bouteflika signifierait leur propre mort politique, économique, voire judiciaire. Le compte à rebours avait commencé. Il fallait donc empêcher à tout prix le raïs de s'en aller. Il était vital de le maintenir à El Mouradia, coûte que coûte, mort ou vivant, le temps de trouver une autre solution, une autre marionnette qui continuerait à servir les funestes intérêts bassement mercantiles des fossoyeurs du pays. De mai 2012 à 2013, les choses furent plus ou moins contrôlées par Saïd, le frère du président et son clan. Mais un événement nouveau allait aggraver la situation. Un AVC sérieux devait handicaper durablement et irrémédiablement le président, qui allait progressivement perdre l'usage de sa voix et de ses membres. L'avenir s'annonçait sombre pour la mafia qui s'était enrichie à l'ombre de cet autocrate avide de pouvoir et d'honneur. Nous étions à 2 ans des élections d'avril 2014. Il ne pouvait prendre le risque de présenter un nouveau candidat et Bouteflika, bien qu'usé et impotent, présentait un énorme avantage, maintenir le statu quo. En effet, les rivalités étaient tellement grandes et la méfiance de mise dans la cour du raïs que le seul point sur lequel tous s'accordaient demeurait le président fantoche. Il présentait l'atout non négligeable d'être malléable et manipulable à souhait. Le peuple algérien, lui, conscient de cette mascarade d'État et des manipulations politiques qui se tramaient, préférerait détourner les yeux. Tigantourine et Cano. Pour ma part, je voyais en la maladie du président une opportunité. Un dicton populaire, ne dit-il pas que le malheur des uns fait le bonheur des autres? L'arrivée du mois de décembre 2012 sonne la fin de mon contrôle judiciaire. Je récupère mes papiers français, que je dépose aussitôt dans un des tiroirs de mon bureau. Le désamour est consommé. Je suis plus que jamais rivé sur l'actualité algérienne. En janvier 2013, un événement tragique se produit dans une base de vie près d'un gisement gazier géré par British Petroleum, à Tigantourine, dans le Sahara algérien. Un groupe d'islamistes intégristes d'AQMI prend en otage 39 employés, majoritairement britanniques et japonais. Naïvement, je me dis que je peux jouer un rôle et servir d'intermédiaire. Mon statut médiatique de Zorro du Niqab est sûrement une carte à jouer.
Je prends contact avec l'ambassade d'Algérie à Paris. Fin de non-recevoir. Je décide d'envoyer un communiqué de presse aux médias français et algériens en proposant ma médiation. Les Français me snobent. Mais pas les journalistes algériens qui trouvent ma démarche intéressante. Ils décident d'en parler. Idem en Afrique. Je souhaite me rendre sur place, mais l'aéroport d'Inamna, près de Tigantourine, est fermé par les autorités. Au moment où je m'apprête à m'envoler pour Alger, puis de là prendre la route jusqu'au désert, les médias annoncent que l'armée algérienne a décidé d'utiliser la manière forte en prenant d'assaut les terroristes sans même se soucier de la vie des otages. La communauté internationale resta horrifiée par l'absence d'humanité des décideurs militaires algériens, qui ont agi sans concertation avec leurs partenaires étrangers, excluant de fait toute négociation. Quelques mois plus tard, en mars 2013, le groupe Boko Haram prend en otage la famille française catholique Moulin-Fournier au nord-est du Nigeria, à la frontière avec le Cameroun. Le groupe terroriste exige le retrait de la loi contre le voile intégral. Un ami de cette famille prend contact avec moi afin que je puisse intervenir. Je ne peux me dérober. Avec mon frère catholique Jean-Bruno Rungu, nous prenons le 1er avril un vol pour Kano au Nigeria dans le but d'aider à la libération des otages. Après 5 jours de négociations difficiles, c'est un succès. Les otages sont libérés. Quelque temps plus tard, je suis invité sur la chaîne française LCP pour en parler. Je propose alors de continuer ma médiation en vue de la libération des otages français au Mali. Si le Quai d'Orsay n'est pas du tout de cet avis, en revanche, notre mission a été très appréciée en Algérie. Après le pétard mouillé de Tigantourine, je ne pouvais pas imaginer une meilleure entrée en matière pour mon engagement politique au pays de mon père. La promesse que je lui avais faite prenait à présent tout son sens. Ma femme. Ce combat algérien n'était pas prévu dans mon plan de carrière. Ma femme Cécile, qui partage ma vie depuis 1997, n'était pas très enthousiaste à l'idée que je m'engage dans cette aventure politique qui lui semblait très risquée. L'épisode horrible de Tigantourine l'en a convaincue. Depuis 2009, elle vit aux États-Unis, à San Francisco, avec notre fils Iskander. Ensemble, nous avions convenu que c'était mieux pour notre enfant d'être loin de mes défis politiques et humanitaires, sujets à de multiples polémiques en France, comme notre combat voltairien pour la liberté des femmes de porter le niqab en Europe, ou celui de ne pas porter le voile en terre d'islam. Cécile est un pur spécimen culturel occidental, aussi à l'aise dans les grands restaurants italiens que dans les souks de Marrakech. Diplômée en langue de Stanford en Californie et de l'ESSEC près de Paris, elle est polyglotte. De mère pianiste uruguayenne et de père chef d'orchestre breton, elle a vécu dans un milieu cosmopolite d'artistes et d'écrivains bohèmes qui gravitaient dans la haute société américaine, à l'opposé extrême de la banlieue parisienne où j'ai passé 25 années de ma vie. Toute sa carrière s'est déroulée dans les parfums et les cosmétiques, Sisley, Guerlain ou Lancaster. Elle y est devenue vice-présidente en charge de la formation internationale. Sur le plan religieux, elle est d'origine catholique. Par amour, elle s'est enrichie de la spiritualité musulmane tout en étant très tolérante et ouverte sur les cultures du monde, à des années-lumière du conservatisme unidimensionnel. Notre fils a été élevé dans le respect de toutes les traditions abrahamiques, philosophiques et agnostiques. Contrairement à ce que pourrait laisser croire notre engagement à défendre la liberté religieuse, Cécile ne porte ni le hijab, ni le niqab, ni le burkini. Elle est restée une Californienne dans l'âme, qui ne se laisse embrigader par aucune secte ou idéologie partisane. C'est une femme foncièrement libre, qui a toujours su porter un regard critique sur les causes politiques ou militantes qui sont les miennes. Cette décennie algérienne ne sera pas du tout un long fleuve tranquille, ni pour elle, ni pour notre fils, ni pour moi, ni pour le pays. Candidat à la présidentielle algérienne de 2014. Mon aventure algérienne pouvait démarrer. Elle a commencé le 3 mai 2013 par un communiqué où j'ai indiqué vouloir déclarer ma candidature à l'élection présidentielle un mois plus tard, soit le 3 juin 2013, à la frontière algéro-marocaine près de Marnia. Le lieu était symbolique, car depuis 1994,
les Algériens et les Marocains ont été privés de la liberté de circuler le long des 1600 km de leurs frontières communes par la bêtise des gouvernements d'Alger et de Rabat prenant en otage 80 millions d'habitants. Depuis, les politiques sont incapables de trouver un modus vivendi comme les Français et les Allemands ont réussi à le faire après la Seconde Guerre mondiale. Moi qui me batte depuis des années pour défendre le principe de liberté dans l'espace public en Europe, je trouvais incompréhensible et inacceptable que la politique des États piétine avec autant d'irresponsabilité la liberté des peuples. Ce qui est le plus choquant, c'est que rien ne sépare un Marocain d'un Algérien, ni l'histoire, ni la religion, ni la langue ou la culture. Chaque jour, des avions font la navette entre Casablanca et Alger, un gazoduc algérien traverse même le Maroc jusqu'en Espagne, tout au moins jusqu'en 2021. Mais les petites gens n'ont de leur côté pas le droit de traverser la frontière, à cause, dit-on à Alger, de la drogue qui viendrait du Maroc. Certes, mais le gouvernement algérien oublie de dire que la drogue arrive en Algérie avec la complicité de hauts responsables locaux, car le business du hashish marocain est très lucratif, tout comme le gaz et le pétrole du Sahara, monopole du régime d'Alger. J'étais conscient qu'en abordant le thème des frontières, j'allais froisser l'establishment et le peuple algérien qui, depuis 1994, se sont habitués à faire de cette aberration un credo diplomatique et médiatique. Les deux protagonistes de cette tragédie échiléenne devraient s'inspirer de la maxime « ô combien sage » de Napoléon Bonaparte qui disait « qu'un État fait la politique de sa géographie ». C'était le sens de ma déclaration à la télévision privée algérienne Enahar TV en décembre 2013, lorsque j'ai affirmé avec force que « les Marocains sont des musulmans, arabes et frères ». Et personne ne me fera croire que les Marocains ne sont pas nos frères. Une vérité historique et culturelle incontestable, mais difficile à entendre pour un public à qui on ne dit plus la vérité depuis fort longtemps. Cette déclaration, qui risquait de compromettre ma candidature, s'inscrivait dans ma volonté de faire de la liberté d'expression et de circulation les fondements mêmes de mon engagement politique en Algérie. Venant d'Europe où l'on peut circuler sans douane et s'exprimer librement à travers 15 pays, j'avais pour idée d'insuffler cet esprit de liberté en Algérie, au Maroc ainsi qu'en Tunisie. Je croyais résolument au Grand Maghreb. Évidemment, je savais que cela allait être difficile, mais je voulais tenter l'expérience, comme promis à mon père défunt et aux milliers de jeunes Algériens sans espoir que j'ai été amené à rencontrer en sillonnant les 48 wilayas d'un pays 4,5 fois plus grand que la France. Demande de déchéance de nationalité française. J'avais 41 ans. À cet âge, certains hommes décident de prendre un nouveau virage. C'est ce que j'ai fait à ma façon. J'ai tout d'abord changé de pays, de continent. J'ai sacrifié une identité, appris une nouvelle langue. Je n'ai pas traversé, mais plongé dans la Méditerranée sans bouée de sauvetage. À cette étape de ma vie, j'ai tout de même gardé 3 choses, mes principes, mes valeurs et mon sourire. Le 14 juillet 2013, jour symbolique de la prise de la Bastille, moment fort de la Révolution française, je décide de passer à l'action. J'ai demandé officiellement au président de la République, M. François Hollande, la déchéance de ma nationalité française. Certes, on m'en a dissuadé. Mais c'était plus fort que moi. L'image de mon père me hantait. C'était une décision grave, mûrement réfléchie et sans appel. Voici la lettre que je lui ai adressée. Monsieur le Président de la République. Je suis né français. J'aime la France, j'aime ses valeurs, sa culture, son histoire, ses principes de liberté, ses droits de l'homme, sa générosité, ses écrivains, ses musées, ses parfums, sa gastronomie. Pour un enfant qui a été bercé par les fables de La Fontaine, pour un étudiant qui a été nourri par les philosophies de Rousseau et de Voltaire, l'homme que je suis devenu à 41 ans, ne peut plus respirer l'oxygène liberticide et corrompu qui règne en France aujourd'hui. La France qui assigne à résidence des femmes parce qu'elles portent un bout de tissu sur leur visage, la France qui me met en prison parce que j'ose dévoiler et condamner un système de parrainage présidentiel des élus corrompus et corruptibles, la France qui déclenche 2 contrôles fiscaux internationaux pour me faire taire, la France qui laisse en liberté des hommes de pouvoir corrompus, la France qui laisse sévir impunément les injustices et les discriminations dans des quartiers entiers de son territoire,
la France qui laisse la haine de l'apostrophe autre se propager comme une traînée de poudre dans l'indifférence de ses élites politiques et intellectuelles. Cette France-là, je ne l'aime pas et je ne pourrai jamais l'aimer. Comment le dire? Comment l'exprimer de la façon la plus juste, voire la plus utile possible? En touchant au symbole. Cette citoyenneté française au nom de laquelle je me suis présenté à plusieurs élections, municipales, cantonales, législatives et en vain aux présidentielles, cette citoyenneté française au nom de laquelle j'ai mené pendant 20 ans des combats pour les droits de l'homme avec Hassan Ben Mbarek et Jean-Bruno Roumégou, en menant des campagnes d'inscription sur les listes électorales en banlieue où je suis né, cette citoyenneté française au nom de laquelle j'ai tenté en vain de faire voter des lois dont inscription automatique de tous les citoyens sur les listes électorales et le remplacement du parrainage des élus par celui de 100 000 citoyens pour les candidats ES au présidentiel, cette citoyenneté française pour laquelle j'ai mis ma vie et ma liberté en danger afin de contribuer à la libération d'une famille française en otage au Nigeria, cette citoyenneté-là, je ne veux plus porter ses couleurs. Car non seulement la France ne me fait plus rêver, mais pire que cela, comme des millions d'autres Français de seconde zone, je ne crois plus en la France ni à son modèle d'intégration républicain fondé en théorie sur l'égalité des chances, mais qui en réalité repose sur l'esprit de corps, phénomène étudié au XIe siècle par le sociologue maghrébin Ibn Khaldoun sous le nom de Azabiya. Certains peuvent considérer cette décision comme un caprice ou un coup médiatique, ou tout simplement comme une folie à une époque où des milliers d'étrangers risquent leur vie dans des embarcations de fortune pour goûter aux miettes de l'Eldorado occidental. Et rejoindre la France où des centaines de milliers de clandestins vivant dans des conditions précaires depuis des années n'ont qu'un rêve, celui de se marier avec une Française qui leur offrira le sésame de la citoyenneté de Marianne. À défaut, ils seraient heureux d'obtenir un simple récépissé. Belle illusion. De tout cela, j'en suis conscient. Non, renoncer à ma citoyenneté de naissance n'est pas une décision légère qu'on prend de gaieté de cœur. Tant s'en faut. Elle porte le signe de la gravité d'État. C'est à la fois un aveu d'échec personnel et collectif. Échec personnel, car je n'ai pas réussi à enrichir ma citoyenneté française des valeurs auxquelles je crois, de justice et de solidarité héritées de ma culture musulmane. Tout ce que j'ai pu entreprendre depuis 20 ans a été accueilli avec les bras et le regard de la suspicion. Suspicion, parce que j'étais un jeune de banlieue qui voulait, en 1995, initier les jeunes aux nouvelles technologies. Louche, car j'ai défendu une citoyenneté de culture musulmane en 2001, après le 11 septembre. Oui, je le dis haut et fort, tous les musulmans de cette planète ne sont pas des terroristes en puissance. Voyous. Car au nom de la présomption d'innocence, en 2009, j'ai entamé une grève de la faim de 20 jours et payé la caution de 50 000 € pour la libération de Maître Karim Achoui, condamné sans preuve et emprisonné 52 jours avant d'être acquitté. Dangereux. Car j'ai osé en 2010 aider les Roms considérés injustement comme des parias européens. Islamiste radical, car au nom de la défense du principe constitutionnel de liberté de mouvement dans l'espace public, j'ai pris philosophiquement la défense des choix vestimentaires des femmes musulmanes, quand bien même je m'y oppose fermement sur le plan personnel. Et même quand j'ai écrit en 2000 un livre entretien avec les chefs d'État du G7, dont Bill Clinton, Tony Blair et Jacques Chirac, certains ont pris soin d'en douter. Un échec collectif, car au travers de ma décision s'opère l'échec du modèle républicain d'intégration des millions de Français issus de la diversité à qui la France, au-delà de la gratuité de la citoyenneté de sol, de l'école, de la sécurité sociale et du cadeau empoisonné du RSA, revenu de solidarité active, refuse de reconnaître leur juste place au sein de la société en dehors du football et de la télé-réalité. Une citoyenneté de façade ou de seconde catégorie ne les intéresse pas. J'ose le dire. La France n'a pas besoin de ces gens-là, de ces millions de gens qui ont cru en elle. Pire que cela, elle en a même peur. De l'entretien de cette peur, des partis politiques se nourrissent. Ils prospèrent. Pauvre France. Pauvres Français. À force de jouer avec le feu de la haine et de la stigmatisation gratuite, à terme la France risque de s'en mordre les doigts,
car elle préfère favoriser et mettre en lumière les éléments les plus extrémistes et radicaux de la société déjà bien fragile sur le plan du vivre ensemble. C'est parce que la France ne perçoit pas ces populations françaises d'origine étrangère comme une richesse, mais comme une plaie et un problème au cœur de son identité dont la France a peur. Et le débat sempiternel depuis 1981 sur le non-vote d'une loi accordant le droit de vote aux étrangers lors des élections locales est symptomatique du prisme à travers lequel la France et ses gouvernements de droite comme de gauche perçoivent ces Français colorés. À leurs yeux, ce ne sont pas des Français mais des étrangers. Jusqu'à ce jour, je n'avais jamais fait vivre mon autre nationalité, celle de mes parents algériens. J'ai décidé aujourd'hui de m'y atteler. Je ne dis pas que le soleil est plus clément à Tamanrasset qu'à Dunkerque. Je pense juste que les défis sont plus grands et l'espérance plus douce. Pour honorer Albert Camus, entre ma patrie et ma mère, j'ai choisi ma mère, car au bout de 41 ans, la France a réussi l'exploit de faire de moi un étranger. Dans l'attente de vous lire, recevez, Monsieur le Président, l'expression de mes meilleures salutations. Rachid Nekaz. La langue arabe, d'obstacle à tout. Étrangement, j'ai été invité sur les plateaux de télévision des chaînes privées pendant toute la pré-campagne présidentielle, de juin 2013 à avril 2014. Même en France, je n'avais pas eu une couverture médiatique aussi importante et dense. Ce que j'ignorais, c'est que ces faveurs cathodiques dont je bénéficiais avaient pour but inavoué de me faire passer pour le bouffon de la présidentielle. Un candidat ne maîtrisant ni la langue arabe, ni les codes de la société algérienne. Les journalistes ne faisaient aucun effort. Ils me laissaient patauger en direct dans des entretiens entièrement en arabe. Heureusement, j'arrivais à comprendre le sens général de la question grâce à un ou deux mots que j'attrapais au vol. Je regrettais les émissions en France où personne ne pouvait me piéger grâce à ma maîtrise parfaite de la langue de Molière. J'étais revenu en Algérie avec l'idée que l'on parlait encore couramment la langue française, ce butin de guerre, comme disait notre grand romancier Kateb Yassine. Mais une fois sur le terrain, je me suis vite rendu compte qu'après 30 ans d'arabisation de l'éducation et de la culture algérienne, le français était devenu une langue étrangère. Je devais en prendre acte, si je voulais éviter de ruiner mon engagement politique local. Je devais tenter de combler, bon gré mal gré, mon retard considérable et faire en sorte de mieux comprendre la langue d'Al-Mutanabi. Je devinais assez tôt que ma surmédiatisation avait pour seul but de donner un parfum de démocratie populaire à cette mascarade électorale, en mettant en avant un candidat qui ne représentait aucun danger pour le régime en place, qui, de son côté, préparait doucement mais sûrement le 4e mandat du président en exercice. Le brillant tribun Bouteflika avait perdu l'usage de sa voix, de ses facultés motrices et intellectuelles, suite à son AVC de 2013. Il était le candidat idéal pour maintenir au pouvoir ce régime avide de milliards, qui avait détruit l'économie du pays, en bradant les richesses pétrolières et gazières aux multinationales étrangères. Ce que cette mafia d'Alger n'avait pas prévu, c'est que petit à petit, j'allais surmonter la barrière de la langue arabe et que j'arriverais à toucher le peuple algérien avec mon dialecte non seulement populaire, mais rural. En effet, une particularité allait vite devenir mon principal atout politique. Si je parle un français parfaitement parisien, tout droit venu de la Sorbonne, quand je parle arabe, je m'exprime dans un dialecte venu des tréfonds de la paysannerie algérienne, ce qu'on appelle en algérien groubi. Croyez-moi, le contraste est saisissant. Imaginez un président américain ou britannique s'exprimer tout à coup avec l'accent d'un paysan du Kansas ou d'Écosse. Cela en choquerait plus d'un. Alors que tous les autres candidats redoublaient d'efforts en s'exprimant en arabe littéraire, langue que le peuple d'en bas ne comprend pas ou peu, j'étais le seul à parler à la télévision le dériya, qui est la langue vernaculaire du peuple. Parler dériya avait deux avantages pour moi. D'une part, je démontrais que je n'étais pas le français qui venait d'ailleurs et qui ne connaissait rien à la culture algérienne. D'autre part, cela me permettait d'être plus proche du peuple dont je voulais incarner les aspirations, en briguant la magistrature suprême. Pour marquer ma différence et mon désir de rassembler les composantes arabes et berbères du peuple algérien,
j'ai d'ailleurs lancé la mode de la salutation hybride qu'aujourd'hui tout le monde a adoptée. Il s'agit de Salem Aleikum, Assoul Felowain. J'en suis très fier. À l'époque, la décision du président Bouteflika de se présenter pour un 4e mandat avait suscité beaucoup de remous dans la société en raison de l'aggravation de son état de santé. J'avais alors lancé une idée qui, selon moi, permettrait au candidat de concilier son désir de rester sur le fauteuil de président sans avoir à assumer au quotidien la lourde tâche de cette fonction. Il s'agissait de modifier la Constitution de façon à créer le poste de président d'honneur pour tous les anciens présidents de la République. Dans l'opinion publique, cette proposition qui relevait du bon sens avait été reçue positivement. Mais dans l'entourage de Bouteflika, l'accueil était plutôt mitigé. Le Raïs et ses affidés l'ont perçu comme un crime de lèse-majesté. Qui étais-je pour ranger dans un musée politique l'homme qui avait sauvé l'Algérie des affres de la décennie noire? Tout a été fait alors pour discréditer cette sage proposition. J'avais beau démontrer qu'il y avait un précédent en rappelant que Bouteflika était aussi président d'honneur du parti au pouvoir, le FLN, rien n'y faisait. Bouteflika, qui n'avait plus l'usage de ses jambes, de la parole ou de son cerveau, voulait rester président à vie à tout prix, quitte à devenir la risée du monde. Grâce à la télévision et à Facebook, j'avais réussi en 6 mois à me faire connaître des Algériens. J'ai su très vite conquérir leur cœur par mon humilité et ma simplicité. Mais j'avais fait peur au régime. Personne ne s'attendait à ce que j'arrive à rassembler les parrainages nécessaires à ma candidature. Des équipes dévouées à travers toutes les wilayas du pays, ainsi qu'une logistique et une organisation souple, nous ont permis d'atteindre ce but. Ma culture d'entreprise appliquée au champ politique n'a pas été inutile dans une Algérie bloquée par la bureaucratie et quadrillée par la surveillance absolue et totale des services de sécurité. Le 4 mars 2014, jour J du dépôt des signatures, mon frère Bouabdella, qui transportait les 62 500 parrainages, a été kidnappé aux abords de la gare Karouba d'Alger par 2 individus non identifiés. Ils lui ont volé les précieux documents indispensables à la validation de ma candidature. J'attendais impuissant à l'intérieur du Conseil constitutionnel, tenant en haleine les milliers de sympathisants inquiets par la tournure des événements. Il a été relâché au petit matin après avoir subi insultes et violences dans une forêt de Boumerdès, située à 35 km à l'est d'Alger. Tout s'était effondré en une soirée comme un château de cartes. Nos sympathisants étaient très déçus et en colère contre ce régime qui ruinait leurs espoirs d'un changement pacifique. Quelques jours après, la chaîne Enahar TV a diffusé un reportage où l'on voyait la gendarmerie retrouver nos précieux parrainages dans un champ près de la ville de Blida, à 50 km à l'ouest d'Alger. Les cultivateurs les utilisaient pour envelopper leurs oranges qu'ils vendaient au marché du coin. En Algérie, la frontière entre le réel et l'absurde est parfois presque invisible. À l'époque, les médias ne m'ont pas cru. Ils pensaient que j'avais échafaudé le scénario de cette disparition des parrainages. Ils surestimaient mes capacités à manipuler ce régime mafieux, bien plus talentueux que moi dans ce domaine. Le 8 mars, j'ai organisé un grand rassemblement illégal à la Grande Poste d'Alger pour exiger ma qualification d'office à la présidentielle. 10 000 personnes ont répondu à mon appel. C'était historique car illégal, le Premier ministre Ali Benlis ayant interdit en 2001 les manifestations dans la capitale suite au massacre en juin 2001 de 132 Algériens, essentiellement kabyles par les services de sécurité. À l'époque, j'avais publié une tribune dans le journal Le Figaro en expliquant pourquoi la révolte kabyle était une chance pour l'Algérie. En ce mois de mars 2014, les médias m'invitaient sur tous les plateaux de télévision, mais ce n'était pas suffisant pour faire plier le Conseil constitutionnel que j'avais accusé nommément et publiquement d'être derrière cette sordide machination. J'avais pris un gros risque qui allait me coûter bientôt très cher. La présidentielle algérienne n'était plus qu'un mirage. Gardaïa à haut risque. Cependant, loin de déclarer forfait, la semaine d'après, j'ai poursuivi mon tour d'Algérie presque quotidiennement. Mais je ne portais plus le costume de candidat.
j'étais redevenu un simple citoyen. J'étais triste, très triste. Nos militants aussi. Je n'avais pourtant pas le droit de le montrer. Un général ne doit jamais s'avouer vaincu, quand bien même la défaite est cuisante. Gardaïa, cœur du désert algérien, était alors le théâtre de violentes émeutes entre les Berbères mozabites et les Arabes Chahamba. Tous deux sont musulmans et algériens, et pourtant, chacun a une histoire particulière. Les uns vivent dans cette région rocailleuse depuis 1000 ans. Les autres, issus des 48 wilayas du pays, y ont des racines plus récentes. Le régime avait envoyé 15 000 gendarmes et policiers pour éteindre le feu entre ces deux communautés. Rien n'y faisait. Malgré la violence, et bien que les services de sécurité me l'aient fortement déconseillé, je décide de me rendre sur place en voiture avec mes 3 jeunes collaborateurs Abdallah, Mohamed et Sofiane. Je me sens responsable. D'autant plus qu'aucun homme politique n'a daigné apporter un peu d'espoir à cette région meurtrie. Après 600 km de route et une dizaine de contrôles de gendarmerie, on arrive enfin sur place. L'oasis enchanteresse est plongée sous la fumée des bombes lacrymogènes. Les forces de l'ordre quadrillent la ville, une ville anesthésiée par la peur. Il fait chaud, très chaud. On se sent étouffé dans cette ambiance apocalyptique. Je descends du véhicule avec mon cousin Mohamed, de petite taille mais courageux, pour rencontrer les jeunes cagoulés ou qui portent un morceau de tissu masquant leur visage. Certains tiennent dans leurs mains des projectiles, d'autres des bâtons en bois ou en fer. Je suis reconnu malgré le foulard vert couvrant ma bouche. J'engage aussitôt la conversation. Au milieu d'une impasse, je tente un dialogue, une médiation. Au loin, au-dessus des toits, j'entrevois des policiers anti-émeutes désemparés, impuissants. Je lève mes yeux vers le ciel azur pour les saluer. Le climat semblait se détendre à la faveur des appels au calme des deux côtés quand soudain, un projectile, venu de nulle part, passe au-dessus de ma tête. Panique générale. J'ai très peur. Je comprends que je risque ma vie. Un brouhaha de cris de colère envahit l'espace confiné. Je dois vite trouver refuge sur le côté, hors de portée des jets de pierre. La scène a été filmée. Pourtant, je ne me résous pas à partir. Mon attitude force le respect des jeunes qui m'entourent et me protègent. Un peu plus loin, à nouveau, j'essaye de m'interposer entre deux groupes de jeunes au milieu d'une bataille rangée. Pourquoi s'affrontent-ils? Pourquoi tant de violence? Ils ne le savent pas eux-mêmes. Une inexorable poussée de haine a envahi leur cœur. Une chose est sûre. Les rancœurs, les frustrations sont tenaces. À les écouter, je crois vivre sur une autre planète. Un camp reproche à l'autre de lui refuser le droit de prier ensemble dans les mêmes mosquées. De l'autre côté... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.